d'amélioration qui vous permet de détecter les pistes d'amélioration. Alors, il faut savoir que la norme qui est responsable, ou bien qui est consacrée à la définition du processus d'audit interne, c'est la norme ISO 19011 version 2018. Alors, ce sont des lignes directrices et ce ne sont pas une norme certifiable, mais ce sont des lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et de l'environnement. Donc, la 9001 et la 14001 et les autres aussi. Donc, selon la norme ISO 19011 version 2018, ça veut dire qu'au niveau de la 9001, on vous fixe pas le processus à suivre et on vous définit ce que vous devez faire, donc les exigences à satisfaire. Et puis, pour ceux qui vont faire partie de l'équipe d'audit ou bien qui vont réaliser l'audit, ils doivent être formés aussi à la 19011 version 2018, les lignes directrices sur l'audit des systèmes de management. Alors, la 19011, il définit l'audit comme étant un processus méthodique. C'est très important ça. Donc, quand je dis un processus méthodique, automatiquement, ça nous pousse à définir une procédure d'audit interne. Ça veut dire qu'il faut disposer d'une méthodologie d'audit. On ne se réveille pas le matin et on dit, voilà, on va faire l'audit aujourd'hui, mais c'est un processus méthodique et systématique qui doit disposer d'abord d'une méthodologie concrète à suivre. Je ne parle pas du processus d'audit identifié dans la 19011, mais de la procédure déjà à suivre pour planifier l'audit, pour élaborer le programme, pour définir les documents nécessaires pour l'audit. Donc, c'est un processus méthodique indépendant. Il ne faut pas avoir des conflits d'intérêts non plus, même si c'est un audit interne. Mais par exemple, si on va faire l'audit donc, voilà, interne, il faut être complètement, voilà, objectif. Donc, moi, comme responsable qualité, même si je fais partie, par exemple, de l'équipe de l'entreprise, mais je dois évaluer les résultats d'une façon qui est objective. Il doit être aussi documenté. Donc, c'est important de documenter voilà, l'audit, documenter à travers, comme j'ai dit, la procédure d'abord, mais vous devez aussi disposer d'un ensemble de critères qui sont aussi documentés. Alors, les critères, ils peuvent être présentés comme des checklists d'audit ou bien des checklists d'évaluation qui comportent les exigences de la 9001. Et bien sûr, vous devez avoir aussi un planning d'audit et un programme d'audit. Donc, l'audit, il va permettre de faire quoi au concret? Il va permettre d'obtenir des preuves objectives. Tout simplement, vous cherchez la preuve que chaque exigence a été réalisée comme il faut. Donc, si je dis que euh, l'exigence, c'est la politique qualité, la rédaction de la politique, alors on va chercher déjà le document de la politique. Et puis, on va évaluer ce document. Donc, il ne suffit pas d'avoir une information documentée ou bien un fait réel qui justifie et qui prouve la mise en place l'exigence pour dire qu'on a conformité, mais il faut évaluer les preuves d'audit. Donc, il faut faire la lecture de ces documents et voir est-ce que c'est euh, comme demandé au niveau de la norme. Notamment pour la politique, je fais la lecture, je vois est-ce que les engagements sont bien mentionnés, je dois est-ce qu'il y a les objectifs, est-ce qu'il est signé, et je vois est-ce qu'il est communiqué, est-ce qu'il est comprise. Par exemple, la présente entreprise a déjà fait des séances de communication présidées par un représentant de la direction pour expliquer à l'ensemble des employés les objectifs qualité de la politique. Alors, toutes les actions qui ont été menées normalement, comme on a dit maintes fois durant la formation, et laissent des informations documentées comme traces. Et par la suite, ces informations vont être collectées et évaluées pour décider est-ce qu'on a une conformité ou pas. D'une manière bien sûr objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Les critères d'audit, dans ce cas, ce sont les exigences de la norme ISO 9001. Alors, c'est quoi les critères d'audit? Les critères d'audit, c'est l'ensemble d'exigences utilisées comme référence
vis-à-vis de laquelle les preuves objectives sont comparées. Donc, quand je dis audit, c'est un examen. Un examen, il se fait toujours par rapport à une référence, par rapport à quelque chose qu'on considère correct. Vous avez une checklist, par exemple, comme celle-ci. Alors, je vais partager avec vous un modèle de checklist de 9001. Une checklist qui, voilà, ou bien par rapport à laquelle on va faire la comparaison pour dire est-ce que la norme est-ce que le système est conforme avec les exigences ou pas. Donc, je vais partager. Donc ici, c'est d'abord une checklist simplifiée, et puis je vous montre une autre. Ça, par exemple, c'est une checklist euh, d'évaluation par rapport aux critères qui sont les exigences de la norme. C'est une checklist sous forme d'un questionnaire. Donc, vous avez le premier chapitre, contexte de l'organisme. Ici, nous avons l'ensemble des questions d'audit qui sont basées, bien sûr, sur les différentes exigences. Par exemple, est-ce que vous avez étudié les enjeux liés au contexte interne et externe? Je cherche, est-ce qu'il y a une preuve vraiment que l'entreprise a fait l'analyse du contexte? Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, par exemple, notre analyse SWOT, notre analyse PESTEL, ou bien tout autre document similaire. Et je dis oui si déjà le contenu de ces documents, bien sûr, est compatible à la situation réelle de l'entreprise. Partiellement, s'il y a des améliorations à faire, parce que c'est pas évident. Je peux faire une analyse SWOT n'importe comment, mais ça ne répond pas aux exigences de la norme. Donc la preuve, elle existe, mais il n'est pas suffisante, ou bien pas encore. Et je fais la même chose pour le reste des exigences de la norme. Alors, les checklists, ils seront communiqués, pas la peine de faire la lecture, parce que ce sont les chapitres de la norme et les exigences de la norme qu'on a expliquées durant toute la formation en relation avec la planification, avec les ressources aussi. Et bien sûr, vous allez trouver aussi euh, vous devez aussi faire l'évaluation de la partie évaluation. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des moyens de surveillance? Est-ce que vous auditez aussi le processus d'audit? Est-ce que vous avez réalisé l'audit? Quels sont les résultats d'audit? Est-ce que vous respectez les exigences de l'audit? En réalisant l'audit, est-ce que vous avez respecté les exigences de l'audit? Donc, vous comprenez. Donc, même le processus d'audit et les moyens d'évaluation, ils sont sujets d'évaluation. Donc ça, c'est un exemple qui est simple, mais vous pouvez aussi utiliser une matrice ou bien un fichier Excel comme celui-là, dans lequel vous avez toutes les exigences de la norme ISO 9001, et puis vous faites l'évaluation de la conformité. Vous avez les différents chapitres de la norme d'abord. Donc ici, vous avez tous les chapitres de la norme ISO 9001 par rapport auxquels vous allez faire euh, l'évaluation. Normalement, ça doit s'afficher. Donc voilà, vous avez ici le contexte de l'organisme, le chapitre 6 planification, le chapitre 5 leadership, jusqu'à le tout dernier chapitre, qui est le chapitre 10 amélioration. Et dans chaque chapitre, vous avez l'ensemble des exigences qu'on a vues ensemble. Par exemple, alors je vais prendre un autre exemple autre que la compréhension de l'organisme, notamment la partie 4.4. SMQ et ses processus, système de management qualité et ses processus. Donc ici, l'ensemble des questions qu'il faut poser pour voir est-ce qu'on est conforme aux exigences de la norme en matière de la définition des processus. Donc la première question, par exemple, les processus sont-ils identifiés? Les données d'entrée et des sorties des processus ont-elles été identifiées? Les séquences et les interactions. Alors, si vous avez suivi l'approche processus comme je vous ai expliqué,
Alors forcément, vous serez conforme à ça, parce que la démarche de la cartographie, l'identification des cartes d'identité et tout ce que nous avons vu avec l'analyse de risque, ça répond à ces exigences. Les critères et les méthodes pour assurer l'efficacité ont-ils été déterminés? Les ressources, les responsabilités, les risques et les opportunités liées au processus, donc la partie approche risque. Par exemple, si vous avez mené une analyse de risque comme celle qu'on a vue, comme par exemple l'AMDEC Process ou autre, donc ça vous permet d'être conforme à cette exigence. Ces processus sont évalués, mesurés et analysés. Donc, est-ce que vous assurez l'évaluation et le mesurage et la surveillance des processus? Et puis, vous avez est-ce que des actions sont mises en œuvre pour améliorer les processus face aux non-conformités? Les informations relatives au processus sont-elles documentées? Alors, tout ça, toutes ces exigences en relation avec les processus, malgré que l'approche processus, je vous ai expliqué, c'est pas mentionné directement et clairement dans la norme, mais c'est la façon et la meilleure façon pour répondre à ces exigences en relation avec les processus. Et on fait la même chose pour le reste. Donc, vous avez ici l'évaluation. Est-ce que c'est non conforme, à améliorer, acceptable, conforme ou bien exclu, non applicable s'il y a des exigences qui ne s'appliquent pas à votre système selon votre activité. Notamment ici, il s'agit d'une clinique. Donc, normalement, dans les cliniques, il n'y a pas, par exemple, voilà, pour tout ce qui est production, libération de produits, donc les exigences au niveau du chapitre 8, ça ne s'applique pas. Donc, tout simplement, la partie qui concerne les produits, il ne s'applique pas. Est-ce qu'il y a des observations à mettre en place? Et puis ici, c'est la note que vous allez accorder selon le mesurage que vous allez faire à l'exigence. Donc ça, c'est déjà la partie diagnostic. Ça doit vous permettre aussi de présenter, bien sûr, les résultats sous forme, je sais pas, de statistiques ou bien sous forme voilà, de tout ce qui est représentation graphique. Ça vous facilite la vie pour faire l'interprétation des résultats. Alors, on va continuer pour qu'on puisse compléter les deux chapitres aujourd'hui. Alors, ça, c'est les critères d'audit. Donc, les critères d'audit, vous allez les présenter sous forme de checklist, sous forme de formulaire de suivi ou bien d'évaluation. Et puis, vous avez les preuves d'audit, ce sont tous les enregistrements, les énoncés de faits ou autres informations pertinentes pour les critères d'audit, euh, pour, pour laquelle les critères d'audit sont vérifiables. Alors, tout simplement, lorsque je parle de preuves d'audit, il vaut mieux que ça soit documenté. Ici, malgré qu'on parle d'énoncés de faits, mais les énoncés de faits aussi, ils doivent être documentés pour dire qu'on a des preuves. On ne sait jamais, donc euh, peut-être qu'on va réaliser une activité, on n'a pas documenté, on n'a pas fait un suivi. On a réalisé par exemple une formation interne, on a fait une formation, mais on a oublié de faire une fiche de présence avec la signature des personnes et tout. Alors, malgré que j'ai fait la formation, mais ça ne prouve pas que je suis compatible avec la partie conforme à la partie communication. Donc, il faut des preuves tangibles pour prouver les choses. Vous avez par la suite les constatations d'audit. Alors, les constatations d'audit, c'est les résultats de la campagne d'audit. Donc, les résultats, ça veut dire les conclusions d'audit, les résultats d'évaluation. Et généralement, les résultats d'évaluation, ils vont être présentés au niveau d'un rapport d'audit. Alors, le rapport d'audit, vous pouvez donc rédiger un modèle bien sûr, qui vous satisfait, mais vous pouvez aussi vous inspirer des rapports d'audit externes, des rapports d'audit tierce partie. Notamment ici, nous avons un rapport d'audit qualité externe par rapport, bien sûr, aux exigences de la norme ISO 9001 qui a été livré par le bureau
tierce partie, le bureau de certification Veritas, pour en avoir une idée. Mais bien sûr, vous rédigez votre modèle, votre propre modèle de rapport d'audit. Alors, ça, c'est des informations générales sur le client, sur le bureau d'audit et ainsi de suite. Et puis, vous avez la revue documentaire. Donc, vous vous rappelez, lorsque nous avons parlé de la partie audit tierce partie, nous avons dit que le premier audit qui va être fait, c'est bien sûr l'audit en relation avec la documentation. Vous aussi, dans votre audit interne, vous devez auditer et vous devez faire une revue documentaire. D'accord? Donc ici, par exemple, une documentation indiquant le domaine d'application de votre système de management qualité est existante. Donc ça, c'est très utile pour vous, euh, pour détecter, ou bien plutôt pour voir, est-ce que vous avez tous les documents exigés par la norme. Comme ça, le moment de l'audit tierce partie, déjà, vous pouvez passer cette partie-là en relation avec la documentation sans rien oublier. Donc, une documentation indiquant le domaine d'application, si disponible, un document prenant les enjeux ainsi que les parties intéressées. Par exemple, vous avez un fichier Excel dans lequel vous faites le suivi donc des exigences en relation avec les parties intéressées, comme celui qu'on a vu l'autre fois. Vous avez aussi un document dans lequel vous faites l'analyse des enjeux, une description détaillée des processus. Alors là, tout document en relation avec l'approche processus, il va servir comme audit. Et bien sûr, c'est pas suffisant d'avoir une cartographie tout simplement. La cartographie, ce n'est pas suffisant pour justifier cette exigence. Il faut avoir la cartographie. La cartographie, si elle n'est pas existante de façon documentée, il n'y a pas de souci. Mais vous devez avoir des fiches d'identité des processus, les procédures associées, donc voilà, les enregistrements associés, les indicateurs et tout ça. Donc, tout document associé à l'approche processus, il va vous garantir la conformité à ça. La politique, les objectifs qualité documentés, donc les objectifs, bien sûr, je parle ici des objectifs voilà, limités dans le temps, objectifs annuels, objectifs, par exemple, trimestriels et ainsi de suite, et une planification, donc un plan d'action, le compte rendu de votre dernière revue de direction, votre dernière revue de direction. Si c'est pas la première fois que vous mettez le système, alors euh, s- aussi, même si c'est la première fois, parce que normalement, il faut déjà mettre en place tout le système avant d'avoir la certification. Donc forcément, vous avez déjà fait un audit interne et vous avez déjà passé par une revue de direction. Alors cette revue de direction, vous devez préparer un rapport. Par exemple, ici, il s'agit de la revue de direction du 29 avril 2020. La liste des codes, normes et exigences légales et réglementaires applicables aux produits et aux prestations. Donc, ça, c'est dans le point 4.2. On vous a demandé de faire l'identification des parties intéressées et de la surveillance de leurs besoins et de leurs attentes, parmi lesquels il y a la réglementation, les prestations, les prestateurs et aussi les fournisseurs. Les programmes d'audit internes réalisés et planifiés. Donc ça, c'est pour la revue documentaire. Et puis, vous avez les exigences de la norme. Alors, pas la peine, bien sûr, de faire la lecture parce que c'est les mêmes exigences que je vous ai expliquées. Mais l'essentiel, vous avez les clauses, ça veut dire les exigences de la norme, l'ensemble d'exigences, le département ou bien l'activité ou bien le processus concerné par l'exigence, notamment compréhension de l'organisme et de son contexte. C'est le processus direction qui est responsable. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la cartographie, nous avons dit que tout ce qui est management, tout ce qui est gestion, il est associé à la direction. Donc, tout ce qui est rédaction aussi de la politique notamment, c'est la direction, c'est le processus de direction qui le prend en charge. Donc, ici, vous avez déjà euh, les différentes exigences de la norme associées aux différents processus de l'organisme. Et puis, on mesure
la conformité, on décide de la conformité. Donc ça, c'est une checklist. Ça veut dire, si l'exigence est conforme, on va cocher. S'il n'est pas conforme, on ne va pas cocher tout simplement. Et le résumé, donc ça, c'est un modèle qui est vide. Donc c'est pourquoi ici, vous avez la checklist et elle est déjà vide. Donc vous n'avez que l'identification, bien la liaison entre les exigences et entre le processus concerné, d'accord? Et puis, vous avez les résultats. Alors ça, ce sont les constatations de l'audit. Ça veut dire les résultats et les conclusions de l'audit. Alors, on parle des non-conformités. Donc ici, on va lister l'ensemble des non-conformités, leur description, pourquoi c'est une non-conformité, absence totale de l'action, ou bien il y a d'autres anomalies associées, le processus concerné, le standard et la clause, ça veut dire l'exigence de la norme. La clause, ça veut dire l'exigence de la norme auquel on n'est pas conforme. Le standard, ça veut dire, ça peut être le chapitre désigné, ça peut être donc la partie de la norme concernée. Le type de la non-conformité, donc une non-conformité majeure qui peut bloquer complètement la certification, ou bien une non-conformité mineure qui nécessite uniquement des ajustements. Et puis, vous avez la date de l'émission, la date de la détection de la non-conformité, la date de fin pour euh, corriger la non-conformité, et puis la vérification de l'action corrective qui va être par la suite mise en place. Donc, vous voyez, dès le début, déjà, on identifie le moyen de mesure de l'efficacité de l'action qu'on va mettre en place. C'est aussi une façon de surveiller et de mesurer l'efficacité même des actions qui vont être ouvertes à l'occasion de l'audit ou bien après l'audit. Et puis, il faut synthétiser, bien sûr, ces conclusions de l'audit, il faut les synthétiser et décider est-ce que c'est, par exemple, adéquat, est-ce que c'est conforme. Notamment, ce rapport d'audit est basé sur une méthode par échantillonnage. Donc ça, parce que c'est un exemple, donc il y a pas de conclusion réelle, mais l'essentiel au niveau de la conclusion, il faut décider de l'efficacité et de la maturité du système de management, la cohérence avec la politique, ou plutôt la cohérence entre la politique, les risques, les opportunités, les objectifs et les cibles. Euh, Ça, c'est très important et je l'ai déjà mentionné même au tout début de la formation. Donc, j'ai dit que les enjeux que vous avez identifiés, ils doivent avoir une liaison avec le reste de votre système. Euh, Parfois, on peut mettre en place un système de management de la qualité qui apparaît conforme. Ça veut dire, j'ai fait l'analyse des enjeux, j'ai fait l'analyse des parties intéressées, mais au niveau de la planification, au niveau de la politique, j'ai identifié d'autres objectifs qui ne sont pas basés sur l'analyse des enjeux. Donc, il n'y a pas une liaison, il n'y a pas une cohérence avec les différentes étapes. Oui, toutes les étapes sont respectées, mais le lien logique entre les choses, entre les étapes, il n'est pas clair. Alors, toujours, il faut fonder votre système sur la toute première étape qui est l'analyse des enjeux et l'analyse des parties intéressées pour que le système soit cohérent. Alors, on juge la cohérence entre la politique, les risques, les opportunités, les objectifs et les cibles. Et par la suite, bien sûr, on va dire est-ce que c'est adéquat ou non aux activités de la société et aux objectifs de la société. Résumé des constats de l'audit, nombre de non-conformités relevées, est-ce qu'ils sont majeurs, est-ce qu'ils sont mineurs, donc pour qu'ils soient corrigés. Alors ça, c'est des informations supplémentaires. Donc, quels sont les points forts de votre système? Quelles sont les opportunités d'amélioration que vous devez améliorer? Ici, on vous a donné quelques exemples, notamment au niveau de la... Je vais prendre juste un exemple. Au niveau, par exemple, euh, de la planification de votre système, il vaut mieux, donc c'est des opportunités d'amélioration, il vaut mieux intégrer la vérification de la pérennité des actions mises en place suite aux analyses de risques liées au processus. Ça veut dire il vaut mieux associer dans votre planification
mettre en place des actions qui sont en relation avec les risques que vous avez analysés pour les processus. Pourquoi? Pour éviter ces risques. Notamment, on a fait l'analyse des risques liés à un certain processus en utilisant l'AMDEC Process comme étant un outil exemple, pas forcément l'AMDEC, mais vous pouvez utiliser d'autres. Et on a trouvé un ensemble de risques. Alors, dans ce cas, on planifie des actions pour faire face à ces risques et pour les éviter. Alors, ça, c'est une piste et une opportunité d'amélioration. Planifier l'amélioration, par exemple, le renforcement de la notion d'opportunité dans l'analyse des risques. Donc, peut-être qu'on a pris en considération uniquement le côté négatif et on a oublié de saisir les opportunités existantes euh, en matière de l'analyse des enjeux. Alors là, on vous donne tout simplement un ensemble de remarques qui ne sont pas, c'est pas vraiment des non-conformités, mais on vous donne des pistes d'amélioration pour votre système. Notamment ici, on peut même vous donner d'autres remarques, autres que donc la partie norme. Par exemple, ici, prestation de transport, on vous dit qu'il vaut mieux sécuriser en matière de l'environnement et stockage de produits chimiques. Donc, vous avez un milieu pour stocker les produits chimiques. On vous fait la remarque, vous devez renforcer voilà, la partie protection de l'environnement parce que vous avez des matières dangereuses. Alors, on peut aussi vous donner d'autres remarques. Les recommandations pour le responsable, que le responsable d'audit va donner. Et voilà, en fin de compte, on termine le rapport d'audit. Alors ça, c'est un rapport tierce partie, mais c'est aussi un modèle que vous pouvez adapter à vos rapports d'audit interne pour savoir comment enregistrer dans un rapport les résultats de votre audit. Après les constatations d'audit, nous avons les non-conformités. Alors, les non-conformités, c'est les non-satisfactions des exigences. Alors, toute non-conformité, il doit être enregistré. Avant qu'il soit rédigé dans le rapport de constatation d'audit et de conclusion, vous devez euh, les enregistrer dans des fiches de non-conformité. Des fiches de non-conformité, ça veut dire que vous devez déjà préparer des documents dans lesquels vous allez enregistrer les différentes non-conformités avec les actions correctives nécessaires. Alors, je vais vous montrer aussi un exemple rapidement. Donc, j'enregistre la non-conformité et j'enregistre aussi euh, l'action corrective en relation avec la non-conformité. Parce que n'oubliez pas, on est en train, bien sûr, de faire tout ce qui est évaluation. Mais il ne faut pas oublier que cette partie évaluation sera aussi évaluée. Donc, pareil pour les autres exigences de la norme, cette partie également, il doit être documentée. Donc, ça, c'est une fiche de non-conformité. Ça peut être une non-conformité, donc ça, c'est pour le produit, mais ça peut être aussi non-conformité en relation avec le système. Donc, la nature de la non-conformité, l'action qu'on va mettre face à la non-conformité, le traitement qu'on va réaliser et bien sûr le déclenchement de l'action corrective. Donc ça, c'est adapté au produit. Donc ça peut être un produit à cause d'un retour client, produit fournisseur, produit client, mais c'est pareil, vous adaptez donc la fiche de la non-conformité aux différentes exigences. Donc une fois j'ouvre la fiche de non-conformité, j'enregistre la nature de la conformité et l'explication de la non-conformité, euh, l'action immédiate qu'on va mettre sur le champ pour corriger la non-conformité par rapport à l'exigence de la norme, le traitement qu'on va réaliser, et puis le suivi de ce traitement, les modalités de suivi, et on va déclencher en cas de besoin une action corrective. Lorsque je vais déclencher l'action corrective, alors je vais remplir une fiche d'action corrective comme celle-ci, fiche action corrective. Donc, ça définit la description de l'écart. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est affiché correctement.
Alors, on doit faire la description de la non-conformité, de l'écart, parce que, en fin de compte, une non-conformité, c'est un écart par rapport à l'exigence de la norme. Donc, je dois le décrire, les causes, pourquoi on a eu une non-conformité. Donc, ça, je le fais sur le champ, en faisant l'audit sur le champ et à chaud, je fais le remplissage de ces documents. Parce que je suis encore dans la situation, je suis en face de la personne auditée et je suis en train voilà, d'observer toute la situation. Alors, il faut remplir ces documents euh, au champ pour oublier tout oubli, pour par exemple, pardon, éviter tout oubli ou bien toute problématique par la suite. Alors, j'ai décrit l'écart, les causes et les actions menées pour traiter cet écart et je planifie en même temps. Donc, cette fiche-là, il va vous permettre de suivre la non-conformité, pardon, de suivre l'action corrective menée, de suivre aussi la non-conformité parce que c'est toujours associé à une non-conformité